40 personnes inscrites. 40. Oui. Donc, nous arrivons sur la page. Bonjour les amis. C'est parti. 5 personnes nous regardent. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Donc, comme à chaque fois, nous allons prendre un peu de temps pour laisser les personnes, à chaque fois sur Facebook, nous allons prendre un peu de temps pour laisser les personnes arriver. Je vois que je ne me vois pas les lèvres bouger, mais j'espère que vous m'entendez. Il y a un petit peu de difficulté aujourd'hui, mais nous allons y arriver. Faites des commentaires. Posez vos questions, c'est ça l'idée. Bonjour Laetitia. Vous êtes 7. Nous attendons encore 2 minutes pour laisser aux personnes le temps d'arriver. Donc, il s'agit aujourd'hui d'un direct live sous forme de table ronde où nous allons nous présenter au fur et à mesure, vous présenter le sujet de manière, l'idée bien sûr est toujours sur cette page de comprendre de plus en plus la logique de nos émotions, de comprendre le bon sens contenu dans nos émotions et d'entendre le processus sous-tendu par l'émotion. Processus en 8 étapes. Donc 9 personnes. J'attends encore 1 minute et puis nous allons y aller. Bonjour Cécile. Vous pouvez nous mettre, si vous voulez, de quelle région vous êtes ou de quel pays vous êtes dans le chat. Mais surtout, l'idée est surtout de poser vos questions au fur et à mesure et nous y répondrons à des instants précis de notre déroulé. Bonjour Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est une PPLE, est une praticienne. Marie-Jeanne Schott. Nous sommes 10. Allez, courage. Encore 1 minute. Bonjour Isabelle d'Angers. Il y a 13 personnes qui nous regardent, elles peuvent se risquer à faire un commentaire, se risquer à se présenter. 14 personnes. Allez, la jauge continue. Bonjour à ces 14 personnes. Cécile est des Yvelines. Camille, bonjour, est de Bordeaux. Isabelle d'Angers, je crois que je l'ai dit. Oh, je vais parfois me répéter, puis parfois, il est bien possible que j'oublie certaines personnes. Alors, Olivia me demande quel lien le Zoom. Je n'arrive pas à comprendre votre question. Est-ce que vous voulez me dire, me repréciser ce que vous voulez savoir? Parce que là, vous êtes en direct. Zoom est simplement notre, notre passage obligé pour pouvoir être tous les 4 ensemble en diffusion. OK? Laetitia est en direct du Nord Isère. Oh, elle n'est pas loin de notre amie d'Annecy. Donc aujourd'hui, table ronde sur comprendre la logique des émotions.
déjà dit, déjà le titre précédent, c'est notre ensemble de conférences qui sera sous cette thématique. Et aujourd'hui, il s'agit plus particulièrement de trouver l'équilibre grâce au fil d'Ariane. Qu'est-ce que nous avons voulu dire? Tout au long de cette conférence, nous allons décrypter en logique émotionnelle le sujet, l'événement dont va nous parler Ariane. Ariane qui est présente. Donc, cette ouverture est là pour vous permettre d'entendre, de regarder, de capter comment dans un événement qui vient nous faire choc, nous pouvons peu à peu décrypter ce qui se passe dans le corps. Donc, nous commencerons par le témoignage d'Ariane, qui est bien sûr en accord, puisqu'elle est PPLE, et qui sait ce que nous allons appliquer comme méthode, c'est-à-dire la logique émotionnelle. Et avant tout ça, alors, vraiment une invitation à nous poser vos questions sur l'émotion. Vraiment, au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, posez vos questions. Donc, bonjour Françoise, bonjour Myriam, bonjour Françoise de Seine-et-Marne. Alicia demande si le live sera diffusé. Oui, il sera en replay. Bonjour Alicia. Et donc, nous y allons. Et nous y allons dans le fait que Catherine, c'est-à-dire moi, je vais présenter Clotilde. Clotilde Marciano. Donc, nous sommes tous praticiens, psychopraticiens en logique émotionnelle. Nous sommes aussi sur la page logique émotionnelle. La personne qui nous a formés, les personnes qui nous ont formés, c'est le docteur Catherine Emlé-Périssol et son amie de longue date, la chercheuse avec elle, Sylvie Alexandre Rochette. Donc, 23, youpi, encore. 23 personnes nous regardent. Donc, je présente Clotilde Marciano, que vous voyez bien sûr à l'écran. Clotilde Marciano est très curieuse, très passionnée par tout ce qu'elle fait et surtout la compréhension de l'être humain. C'est son fil rouge. Elle est toujours comédienne, metteur en scène et peu à peu, elle est devenue, pour étayer tout cela, formatrice et consultante. Elle est donc spécialiste de la communication orale et elle est bien sûr maintenant praticienne en logique émotionnelle, elle accompagne les individus, les équipes dans tous leurs projets. Son actualité, elle vient de sortir un livre, j'allais dire un film, oh là là, ça doit être l'actualité suivante. Elle vient de sortir un livre qui est publié chez Erol, qu'elle a coécrit avec Maïté Pecker. Maïté Pecker est un praticien également de logique émotionnelle. Donc, il est sorti en juin en version papier. Et l'intention de ce livre est de vraiment de permettre, vous allez voir, nous sommes un petit peu toujours sur cette idée de nous comprendre à partir du processus. Donc, l'intention de ce livre est de permettre à chacun d'identifier son propre processus émotionnel. Est-ce que je peux dire quelque chose d'autre? Oui, je pourrais dire quelque chose d'autre. Sauf que j'ai un... Oui! Allez, vas-y, dis-le, Clotilde. Donc, le titre du livre, c'est « La vie secrète des émotions ». Voilà. Puisqu'on va en parler aujourd'hui, mais derrière tout comportement, il y a un besoin à satisfaire. Et donc, merci Catherine, je prends le relais pour présenter Usha, qui est avec nous et qui vous fait coucou. Donc, Usha, comme l'a dit Catherine, est également psychopraticien en logique émotionnelle. Il a également comme casquette une casquette d'entrepreneur et également de coach. Il est formé également au coaching interculturel, puisqu'il a un profil assez international, également au niveau en tant qu'entrepreneur, où il travaille beaucoup avec l'Afrique. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter Usha, à qui je passe la parole. Merci Clotilde. Je vais vous présenter moi Ariane. Ariane Arapou, qui est donc éducatrice spécialisée auprès d'adolescents en foyer, et elle est aussi psychopraticienne en logique émotionnelle. Et en ce moment, elle met en place des ateliers sur le processus biologique et puis sur donc de l'émotion et sur l'exercice
corporelle en détente dans sa région, en Haute-Savoie. À toi, Ariane. Merci, Usha. Je vais vous présenter Catherine Lesage, qui est psychopraticienne et coach certifiée en logique émotionnelle. Elle est aussi superviseure de psychopraticiens et de coach. Elle est conférencière et auteure d'articles sur le thème du processus émotionnel, formatrice sur le cursus de la formation en logique émotionnelle et membre du jury de soutenance en année 3. En ce moment, c'est la création d'un podcast de vive voix sur le thème des émotions qui devrait se faire en août. Merci Ariane. Eh bien, nous allons commencer le pour de vrai. Non, c'était aussi du vrai. C'est simplement, nous allons commencer le déroulé de notre contenu de cette table ronde. Et pour permettre cela, Ariane va témoigner. Va témoigner dans le sens d'introduire un événement. Nous nommons ça un événement, c'est-à-dire tous les événements qui viennent nous percuter tout au long de la vie. Donc, elle va décrire un événement qu'elle a vécu. Et à partir de cet événement vécu, dans un temps second, Usha et Clotilde vont donner la lecture de cet événement. Et bien sûr, Ariane est complètement en accord avec ça. Et puis, à la fin, complètement, elle redonnera ce qu'elle a gagné de cet événement. Donc, l'événement, la découpe de l'événement, toutes les informations utiles à comprendre ce processus. Et puis, à la fin, il y aura peut-être une note. Il y aura une note neuroscientifique et puis le témoignage numéro 2 d'Ariane. D'où le fil d'Ariane. Je te laisse la parole, Ariane. Alors, il y a environ quelques semaines de ça, alors effectivement, j'habite la Haute-Savoie, donc à côté d'Annecy, je vais voir un ami qui habite à l'autre bout du lac d'Annecy. Donc, je prends mon vélo, j'en ai pour environ 1h30 pour y aller. Me connaissant, je ne suis pas très douée en vélo, donc j'y vais, j'anticipe. J'anticipe sur le fait que durant ce trajet sur la piste cyclable, il y a de temps à autre des barrières avec des panneaux stop qui indiquent des passages de voitures, des passages pour s'arrêter. Et à un moment donné, il y a effectivement des barrières de mon côté, de l'autre côté de la route, un panneau stop et je m'arrête. Un car passe. Le car passe et déjà dans ma tête, je me dis pour éviter la collision avec les cyclistes d'en face, je vais y aller, comme ça je les laisse passer. Au moment où j'avance, j'entends un cycliste me dire « La voiture, madame ». À ce moment-là, mon corps se raidit. Je suis statique, figée et je freine. Tout se déroule au même moment, mais je sens vraiment ce corps qui se tend. Et je décale mon guidon sur la gauche pour laisser passer cette éventuelle voiture qui, effectivement, arrive doucement. Je me retrouve face à face avec le conducteur qui me dit « Faut faire attention, madame ». Et moi, je dis oui. Et la voiture passe, les cyclistes d'en face passent, me disent la même chose, « Faut faire attention, madame ». Je dis oui. Et j'avance, toute tendue sur mon vélo, parce que je suis encore crispée de l'événement que j'ai vécu. Et progressivement, mon corps se relâche. Donc, durant cette expérience, j'ai senti cette rigidité, un souffle coupé. La seule possibilité que j'avais, c'était de dire oui. Et d'avancer pour laisser passer la circulation. Voilà mon expérience choc de ces quelques semaines. Merci Ariane. Merci. Usha.
Alors, Catherine, est-ce que tu voulais poser une question à ceux qui nous écoutent ou pas maintenant? On le fera après. On peut tout à fait la poser maintenant. C'est je. Dans le témoignage que vous venez d'entendre, est-ce que vous pensez, non, est-ce que selon vous, est-ce que c'est la situation qui a provoqué du stress chez Ariane ou c'est ce qu'elle se raconte de la situation qui a provoqué du stress? Merci de répondre dans le chat, dans les commentaires. Et puis, tout au long, nous vous redonnerons des informations par rapport à cela. Merci, Uchan, de m'avoir rappelé mon job. Oui, donc moi, je vais peut-être commencer par essayer de vous donner quelques éclairages, puisque Ariane nous autorise à faire ça. Donc, à partir de l'événement qu'elle nous a raconté, donc en fait c'est une série d'événements, mais on va voir ça, comment ça se déploie. Et on peut commencer quand même par son désir de trouver de la stabilité. On remarque dans ce qu'elle nous a dit que elle dit me connaissant, j'anticipe, je pars à vélo, comme je me sens pas très doué, je suis pas très doué, j'ai quelques difficultés à vélo, je me dis comment je vais faire sur le passage où il y aura plusieurs barrières. Donc, elle voit, a priori, avant même d'être sur son vélo, toutes les barrières, tous les stops, tout ce qui va pouvoir se passer déjà et qu'elle anticipe. Et ça, c'est au fond, c'est au nom d'un désir, d'avoir toujours de la stabilité, d'être statique. Comment elle pourrait faire? C'est un peu ce que son cerveau lui essaye de faire. Elle va avoir, par des habitudes mentales, l'idée de OK, comment je vais m'y prendre quand j'aurai un stop, quand j'aurai une barrière, etc. Comment je ferai pour rester statique, alors que vous savez très bien sur un vélo que on est plutôt en fluctuation, on est toujours pour garder un équilibre, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Ça, c'est la vie. Donc, c'est ça qui est vraiment... voilà. Mais ce qu'on entend chez Ariane, c'est ce désir d'anticiper. Et ça, qu'est-ce que ça vient nourrir? En fait, ça vient nourrir sa crainte, son anxiété, peut-être même son angoisse, enfin, en tout cas, la peur de, justement, de quoi? Des obstacles, des barrières, qu'est-ce qui pourrait se passer sur ce chemin, jusqu'à aller à l'autre bout du lac. Donc c'est loin, c'est long. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur tout ce chemin? Et au fond, cette perception, cette façon d'anticiper va nourrir la représentation qu'elle a du monde, et elle va donc mieux voir, ou plus voir, ou voir seulement bien tout ce qui fait obstacle entre elle et son ami qui est à l'autre bout du lac, avec des barrières, avec des stops, etc. Et ça va donc renforcer ce qu'elle voit. Tout ça a une fonction, ça sert à nous protéger, à rester en vie, c'est quand même mieux. Si on veut aller voir notre ami, c'est quand même mieux de rester en vie. Mais simplement, on voit que cette façon de faire, cette stratégie qui est utilisée par Ariane dans ce cas, cette anticipation, au fond, nourrit aussi l'anxiété. Et pour le redire autrement, au nom d'avoir toujours de la stabilité, on va réutiliser des habitudes mentales. Et ça, c'est la pensée, l'habitude mentale, c'est un geste comme un autre, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un point important. Pour nous, en logique émotionnelle, on considère que la pensée, la réflexion, c'est une production du corps comme une autre, comme un geste, le geste de marcher, le geste de respirer, plein d'autres gestes. C'est une production du corps. Au même titre, évidemment pas de la même nature, mais c'est au même titre qu'un autre geste. Et donc ce geste vient nourrir l'anxiété. Voilà, qu'est-ce que je vais voir comme obstacle? Et c'est cette fameuse représentation du monde un peu binaire. Soit ça va faire obstacle, soit ça va être libre. Et voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place à un autre niveau, peut-être encore plus reptilien, plus
plus profond, on va dire d'une autre façon, plus immédiat aussi dans l'événement Plus que corporel. Ariane a raconté. Plus corporel, voilà. Merci Clotilde. Donc moi, je vais prendre le relais justement sur cette étape très corporelle. Usha là, vient de vous présenter en logique émotionnelle. Il y a deux mouvements qui sont totalement intriqués, qui sont le mouvement biologique, tourné vers la vie, et puis ce que vient de vous présenter Usha, qui est le mouvement cognitif et tout ce que le cerveau met en place aussi pour se faciliter la vie. Et nous avons besoin des deux, bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que nous avons commencé par ce côté-là? C'est que dans la manière dont Ariane a raconté son histoire, elle a tout de suite placé « j'anticipe ». Et donc, on comprend bien par ces mots-là qu'elle est déjà dans le cognitif. Et comme l'a très bien expliqué Usha, c'est un mouvement essentiel également. Si je reviens sur le très factuel, puisque en logique émotionnelle, ce qui est important, c'est d'écouter les mots, de s'appuyer sur les verbatims qui sont utilisés par les personnes, puisque ça parle d'elles et que ça parle de la situation, de l'expérience. Ce qu'on a entendu dans le récit d'Ariane, c'est que finalement, cette expérience du vélo, cette expérience passée même, où elle peut être parfois en déséquilibre, elle ne l'a pas dit, mais quand elle nous l'a raconté pour la première fois, le fait même de tendre le bras, elle était un peu en déséquilibre, et donc cette peur de perdre l'équilibre, finalement, la fige. Et le fait d'être figé, le corps ne bouge plus. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est dire oui, oui. Et déjà dire oui, ça c'est ce que le corps fait, et c'est une manière aussi de reprendre de la respiration. Et Dieu sait si respirer est quand même un besoin vital à l'existence. Son corps, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il y a eu un signal extérieur. On peut imaginer que peut-être il y avait déjà les bruits de la rue. En tout cas, ce que nous raconte Ariane, c'est qu'elle entend « il faut faire attention ». Et elle ne peut répondre que oui. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu quelque chose en amont. La dame qui lui a dit « Madame, attention à la voiture ». Et donc, c'est là où elle se fige. Qu'est-ce qu'elle a entendu précisément? Est-ce que c'est le « attention » ? Est-ce que c'est « voiture » ? Est-ce que c'était « à son » ? En tout cas, il y a quelque chose qui est venu impacter, qui est venu faire choc et qui a fait que tout d'un coup, elle s'est figée. Et fort heureusement, ça lui a permis d'éviter de continuer à avancer et donc de préserver sa vie. Et à partir de là, le corps a eu une réaction pour compenser ce figement, même si c'est un petit oui, ça a redonné du mouvement. Et progressivement, elle nous l'a dit, le corps s'est détendu. On peut imaginer qu'elle s'est mise à pédaler et qu'à force de pédaler, de respirer, le corps progressivement a récupéré du mouvement, de l'équilibre. Et en tout cas, elle a pu arriver jusqu'à son ami. Donc, c'est vraiment important d'entendre qu'il y a des choses extrêmement factuelles, un signal extérieur, quelque chose qui vient faire choc, qui vient informer notre corps. Notre corps va produire un certain nombre de substances chimiques et autres, qui va pousser le corps à réagir pour venir retrouver un équilibre et surtout satisfaire un besoin primordial. Et ça, c'est le temps corporel qui est en amont du temps cognitif que vous a expliqué Usha et qui est en relation avec toutes les expériences vécues par le passé. Donc là, je passe le relais à Catherine, qui va très certainement nous parler de la mémoire et peut-être compléter ce que nous avons dit. Je vais parler de la mémoire un peu plus tard. Mais simplement là, dans l'instant, on peut déjà mettre en évidence, surligner Catherine. en fait. Alors, Oui. je ne sais pas si je suis entendue ou pas. Oui, tu as entendu. Tu as entendu. Je t'ai entendu, Clotilde. Mais par contre, il semblerait que tu ne m'entendes pas. Donc là, dans l'instant, je vais prendre juste quelques temps pour répondre à vos questions, pour mettre en valeur vos questions et juste
préciser que qu'est-ce qui s'est passé pour Ariane avant qu'elle démarre pour faire ce tour du lac et d'aller là-bas au loin à 1h30 de distance. Il s'est passé, comme Lucha l'a précisé et comme Clotilde l'a approfondi, ce qu'on appelle de l'anticipation. Comment est-ce que c'est possible, l'anticipation? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que l'anticipation soit possible? Il s'agit bien de quelque chose qui est engrammé, qui est incorporé, qui s'est déjà posé dans ce que nous appelons la mémoire. C'est-à-dire que notre pensée mémorielle est là et sert aussi à conserver notre vie. C'est surtout ça, l'anticipation. Et je vous parlerai un peu plus de la mémoire plus loin. Là, je voudrais vraiment, comme nous avons posé une question qui impliquait nos auditeurs, faire un retour. C'est-à-dire, c'est très, très varié les retours. Il y a des personnes qui pensent que ce sont les deux, c'est-à-dire à la fois la situation qui est stressante et à la fois ce qu'elle se raconte. Ça, c'est vrai, puisqu'il y a le temps T reptilien, le temps choc, où Ariane rencontre cette barrière. Et puis après, vous avez déjà la couleur suivante. Après, une personne pense que c'est l'analyse de la situation qui peut faire choc émotionnel. Oui, parce que reprendre une situation, comme nous sommes sur une ligne du temps, le fait de l'analyser fait remonter les informations au présent. Donc c'est oui aussi. Après, une autre personne parle de croyance. Mais qu'est-ce que c'est que la croyance? La croyance d'Ariane, dans l'instant, c'est qu'elle n'est pas douée à vélo. Et donc, ce serait la croyance qu'elle n'est pas douée à vélo qui a généré un comportement qui manquerait de vigilance. La croyance, pour nous, est une représentation de la vie à un certain endroit, c'est-à-dire de la perception de l'instant. Perception d'un instant, c'est la barrière, c'est le son de la voix du monsieur qui lui rappelle que quand même c'est un peu dangereux. Ça, nous sommes dans la perception pure, c'est-à-dire dans le reptilien. Et après, à partir de ces perceptions qui sont engrammées, donc mémorisées au fur et à mesure du temps, de notre ligne du temps personnel, à chacun ses mémoires, à chacun sa cognition, à chacun son accroissement de connaissances, là, ça forme des fictions, des interprétations et des croyances. Et nous y tenons beaucoup, beaucoup, puisque ça nous permet aussi de continuer de rester vivants. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que notre amie Clotilde, comme nous tous ce matin, nous avons des difficultés de connexion et de bande passante. Donc, nous continuons vaillamment. Et là, nous arrivons sur le... Alors, soit je réponds à une question qui m'a été posée par écrit ailleurs. Maintenant, oui, parce que ça permettra d'introduire la séance mémoire. Donc, je te fais un petit temps intermédiaire, Ariane. Quelqu'un m'a demandé, mais en ce moment, je n'arrête pas de pleurer. Je me réveille en pleurs. Mes rêves font que je me réveille en pleurs. Et d'autres moments, je me réveille en colère. Elle est où l'émotion là-dedans? Alors, nous n'allons pas partir sur l'analyse des rêves, mais juste sur ce point émotionnel. Un rêve est une représentation, exactement comme nous parlions des représentations à l'instant. Le rêve permet de savoir qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur de soi. Il nous appelle, exactement comme une sirène d'alarme. Après, il est très mythologie, on peut le regarder aussi comme ça. Mais donc, une personne qui se réveille en pleurant, c'est juste qu'il y a eu un mouvement émotionnel pour lui rappeler, pour l'avertir qu'un désir ou un besoin n'est pas nourri dans l'instant. Donc, à elle de faire le job, de nourrir au quotidien son besoin, de manière à ce qu'elle puisse s'apaiser dans ses rêves. Donc,
le rêve est vraiment une représentation émotionnelle, représentation du processus. Je regarde s'il y a d'autres. Merci, Massard, de dire que c'est intéressant. Ariane, je t'invite maintenant, après cet éclairage, est-ce que tu as repéré quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de nouveau dans les jours qui ont suivi qui était en rapport avec cet événement? Alors en fait, pour préparer cet échange sur Facebook aujourd'hui même, effectivement, le fait de vous entendre reprendre mes mots, réécouter mon histoire avec les mots que j'ai utilisés, m'ont permis de faire le lien. De faire le lien, c'est-à-dire le fait que j'anticipe. Moi, je m'étais dit en racontant mon histoire, je suis restée seulement sur le choc, l'événement choc de cette voiture que j'ai failli percuter, que je n'ai pas percuté, bien sûr, mais je ne m'étais pas rendu compte dans mon histoire de tout ce que j'avais mis en place avant, qui effectivement résonne sur ce désir d'avoir toujours de la sûreté, de la stabilité. Clotilde m'avait demandé si j'avais vécu une autre expérience. Effectivement, sur le vélo, j'ai des difficultés à tendre le bras gauche pour tourner. Donc pour moi, si je n'arrive pas à faire ça, c'est que je me mets en difficulté et mets en difficulté les voitures. Donc ça rajoute à ce désir de sûreté et cette peur d'être déstabilisée. Donc je me suis rendu compte effectivement que tout ce que j'ai mis en place, c'est pour ce besoin-là, nourrir ce désir que je n'avais pas vu. Et j'ai dû retourner voir cette amie la semaine suivante en faisant toujours ce que je fais, parce que c'est une habitude, mais en rajoutant quelque chose de plus, c'est-à-dire que j'ai médité, ce que je fais tous les matins quand je me réveille. Je médite et je fais de l'exercice douce. Et ça m'a permis de me relaxer et de vivre. Tout simplement, je prends mon vélo et j'y vais. Et c'est passé comme une lettre à la poste, même si c'est au bout du lac, même si ça met 1h30 pour y aller. J'y suis allée et sans accident. Donc oui, ça m'a vraiment aidé à montrer à voir que je me mets des barrières, toute seule comme une grande, que je contrôle, j'essaye du coup de contrôler, de maîtriser et d'anticiper. Et ça nourrit ma peur et mon désir, effectivement. Donc merci à vous aussi. Merci Ariane. Donc, dans ces quatre temps de conférence, vous avez pu, je l'espère, glaner des informations sur ce fameux processus émotionnel. Vous pouvez réécouter, bien sûr. C'est-à-dire ce temps où Ariane nous a exposé ce qui s'est passé pour elle dans cet événement choc, quelque chose de très corporel, très reptilien. Elle a quand même failli être percutée par une voiture. Et il y avait cette fameuse barrière obstacle stop. Et puis, il y a après, ou plutôt avant, tout ce qu'elle se raconte avant de prendre un vélo. Et elle se raconte tout cela, non pas pour rien, elle se raconte tout cela pour trouver la meilleure manière de se comporter dans l'instant pour aller à 1h30 de l'autre côté du lac. Et tout cela nous montre bien que cette mémoire dont nous allons parler maintenant est un processus biologique. Et ce processus biologique, c'est-à-dire, il y a tout un tas de parties du cerveau qui servent à garder la mémoire, mais justement, mémoriser, c'est stocker. C'est stocker des informations. La mémoire s'appuie sur des tas de réseaux de neurones du cerveau. Il y a plusieurs types de mémoire. Mais la fonction principale de la mémoire, qu'on appelle mémorisation, c'est bien de stocker les informations. Et de stocker les informations, pas n'importe lesquelles. Celles très souvent qui arrivent lors d'événements chocs. Parce que le cerveau ne s'encombre pas de nouveautés. S'il peut aller repêcher une information qui fait que la survie est respectée, il va le faire. Et c'est pour ça que le deuxième temps de témoignage d'Ariane est intéressant.
C'est-à-dire, à ce moment-là, on a l'impression qu'il n'est plus possible de changer. Bien sûr que si, il est possible de changer. Nous avons tout ce processus qui nous permet, grâce à la biologie, grâce à la mémoire biologique, d'être conservés dans notre vie. Et les changements sont des points à ajouter, comme nous a décrit Ariane. Elle a ajouté la méditation avant de partir. Elle a ajouté de la respiration et elle est partie vivante sur son vélo. C'est ça ce que permet la logique émotionnelle. Des ajouts. Que je veux dire encore tout à l'heure, il y avait une question sur les rêves. Eh bien, le sommeil permet de consolider la mémoire. Et ces activations dans la nuit de ces différents réseaux renforcent les souvenirs. Elles sollicitent l'information de nouveau, la reclassent, la réorganisent, puisque nous sommes toujours dans un processus d'évolution identitaire. Et quand même, je vais vous dire la mémoire que nous préférons. Elle s'appelle épisodique. Non pas parce qu'elle arrive par épisode, non. La mémoire épisodique nous parle de tous les épisodes, tous les événements passés. C'est-à-dire que là, Ariane en a rajouté un. Et elle sert à la prévision de ceux qui vont advenir, de ceux qui vont advenir. C'est ça la mémoire. Alors, je regarde s'il y a des questions. Et en attendant les nouvelles questions, allez-y sur les questions, allez-y. Catherine, est-ce que je peux ajouter un point en attendant aussi? Parce que Clotilde a du mal à se reconnecter. Oui. Moi, je ne peux pas l'appeler parce qu'elle est... Enfin, j'utilise mon téléphone aussi. Mais juste par rapport à ce que tu disais, moi, ce que m'a appris aussi la logique émotionnelle, c'est à distinguer disons, les besoins et les stratégies. C'est-à-dire que la stratégie d'anticiper, c'est une stratégie parmi d'autres. La stratégie voilà, il y a plein de façons en fait Oui, je t'entends. Voilà, donc ça c'est déjà intéressant de dire mon besoin, mon désir de stabilité, comment je le nourris, et il y a plusieurs façons de le faire. Donc si j'arrive à distinguer d'un côté ce désir de stabilité et d'un autre côté les façons de m'y prendre pour le nourrir, je peux ajouter, comme tu disais, ajouter d'autres façons de faire. Je peux essayer en tout cas, je peux expérimenter. En tout cas, quand je ne suis pas dans une situation de trop grande crise où le désir de stabilité est de l'ordre de la survie ou vécu de façon mémorielle comme ça aussi. Mais voilà, ça me semble être un point important. Et l'autre point, c'est aussi la question de la focalisation. C'est-à-dire que le fait d'anticiper, c'est une façon de focaliser son attention sur justement les pensées, les habitudes mentales, etc., plutôt que sur qu'est-ce qui me permet d'être à l'équilibre, justement, avec une autre stratégie qui serait plus corporelle et plus attentive à ce qui se passe là, à l'instant, au moment où je suis en train de pédaler. Voilà. C'est-à-dire que c'est une focalisation qui est différente. Et je pense que comme notre cerveau, en tout cas une partie de notre cerveau néocortical, il a un espace de travail, un espace dans lequel il n'y a qu'une chose qui peut avoir lieu en même temps. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'à une chose en même temps, même si on pense de façon... Enfin, on peut passer de l'une à l'autre, mais en tout cas, à un instant T, on pense à une chose à la fois. Et donc, quand on focalise notre pensée sur cette chose, on ne focalise pas notre attention sur autre chose. Et c'est en ça que ça vient nourrir la peur, parce que d'un autre côté, notre corps, lui, il a besoin de trouver son équilibre. Et si on ne met pas toute notre énergie là-dedans, voilà, ça se dérègle un peu. Voilà, enfin, moi, c'était aussi pour répondre à une des questions qui était est-ce que c'est ce qui renforce, est-ce que le désir de contrôler son émotion n'amplifie-t-elle pas ce désir, enfin cette volonté de contrôle, n'amplifie-t-elle pas la crainte? Alors, ce n'est pas forcément dans ce sens-là qu'on le dirait, mais enfin, l'amplification en tout cas de l'anticipation, oui, amplifie la crainte, mais c'est enfin, voilà, je ne sais pas, Catherine, si tu veux dire autre chose comme ça, mais
sur cette question, mais ça me semble être important. Ce que je peux surligner, c'est qu'il y a effectivement un processus en plusieurs étapes, comme vous l'entendez. Et contrôler, c'est un verbe. Donc, c'est une action. Nous cherchons à contrôler une situation. Et le fait de vouloir contrôler dans des circonstances, comme les a décrites Ariane, qui ne sont pas tout à fait adaptées au contrôle ou à la gestion émotionnelle, attire, amplifie le stress, donc la crainte. C'est le fait de vouloir contrôler qui amplifie. Le fait de se poser des questions concrètes, avec de l'agir sur comment, moi, qui vais contourner le lac à 1h30, comment je vais faire pour m'assurer, c'est-à-dire pour être assuré dans mon corps, là, nous sommes dans l'action. Si on est dans le « ouh là là, j'ai ceci et cela qui ne va pas, j'ai peur en vélo, quand je lève mon bras, je risque de gauche, je risque de tomber, et puis il y a des routes qui traversent, et puis il y a d'autres vélos », ça, c'est voilà, c'est de la pensée. Henri Laborie disait quelque chose de très intéressant, une phrase, parce que je ne vais pas vous faire tous les livres. Il disait que le cerveau servait à agir et non pas à penser. Donc, à chaque fois, vous pouvez mettre une action concrète, ne serait-ce qu'écrire sur un papier, puisqu'en fait, il y a un processus qui va directement de la main à la mémoire. Écrire, plutôt que de tourner en rond sur votre bicyclette intérieure, déjà, c'est de l'action. Et déjà, votre cerveau s'apaise parce qu'il entend que vous êtes en train de prendre en compte la situation. Eh bien, Clotilde n'est pas revenue, et donc nous allons continuer. Il est 13h45. Continuez à poser vos questions. Je pense que nous avons répondu à pas mal d'entre elles. Je vais faire de la promo. Donc, je vous rappelle, j'attire votre attention sur quelque chose que vous savez quand vous êtes utilisateur et lecteur de la page logique émotionnelle depuis quelques années. Vous savez de plus en plus de choses sur le processus. Vous savez peut-être moins, sauf à l'avoir vu ces derniers temps, quelle est la personne qui est à l'origine. La personne à l'origine qui a créé cette méthodologie à partir de connaissances neuroscientifiques, mais qui a révélé ce processus, beaucoup à partir des travaux d'Henri Laborie et qui, bien sûr, continue avec les découvertes maintenant plus pointues neuroscientifiques, s'appelle le docteur Catherine Emley-Périssol. Donc, nous avons tous été formés par elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette page est la sienne, même si elle s'appelle logique émotionnelle, puisque la méthode s'appelle logique émotionnelle. Le processus s'appelle logique émotionnelle. Et donc, il y a aussi, quand nous sommes formés, une personne qui l'accompagne depuis des années, qui s'appelle Sylvie Alexandre Chef, qui est co-auteur d'un des livres. Donc, je voulais mettre ça en exergue parce que ça me paraît un point important de parler de notre formateur préféré et qui continue de nous enseigner parce que nous sommes toujours dans un processus d'évolution. Après, je voulais vous parler de vous rappeler le livre écrit par Clotilde, coécrit avec Maïté Pecker, qui nous regarde d'ailleurs actuellement, et qui s'appelle donc Le secret des émotions. J'en ai parlé tout à l'heure, je le remettrai dans le chat, vous pourrez le retrouver. Je voulais aussi vous parler de, si vous souhaitez approfondir, au-delà de la lecture, il y a donc toute la bibliographie aussi de Catherine Emley-Périssol que vous pouvez trouver sur le site, pareil, je mettrai un lien. Plus avant, il y a aussi des modules, c'est-à-dire des modules de formation personnelle pour approfondir toutes ces connaissances. Et prochainement, dans une région, dans un endroit super, en région vendômoise, à la campagne, qui s'appelle l'art de la relation. Et l'art de la relation, on parle d'abord de la relation à soi, et puis après de la relation à l'autre. À la rentrée aussi, pour l'actualité de Clotilde, elle co-animera avec une autre PPLE qui n'est pas là. PPLE, quel drôle de vocabulaire. Psychopraticien en logique émotionnelle. Avec Sophie Libaud, elle va co-animer une formation de 4 jours pour les coachs et les accompagnants. Ce n'est pas 4 jours, c'est 2 fois 2 jours.
Je vous mettrai aussi le lien. Qu'ai-je encore à dire? Bientôt, comme Ariane l'a dit, bientôt, au mois d'août, pour votre été, de vive voix, mon propre podcast. Alors, je regarde s'il y a de nouvelles questions et nous allons conclure ensuite. Alors, quelqu'un dit parce que tout peut aussi très bien se passer. Absolument, tout peut aussi très bien se passer. C'est-à-dire que nous avons un système de vigilance, notre cerveau, notre système nerveux, c'est un système qui veille vraiment, vraiment tout le temps sur toutes les situations, H24, même quand on dort, puisqu'il y a des rêves, qui rêve à toute cette biologie, qui est donc partie prenante de toute cette biologie. Vous pouvez réécouter notre dernière conférence. Et la veille est là. Donc là, nous sommes en train de vous parler, la veille est là. Il n'y a pas un temps émotionnel et un temps de veille. C'est tout le temps en veille. Donc, le système émotionnel est tout le temps en veille. À quel moment est-ce que nous le voyons à l'œuvre? Nous le voyons à l'œuvre quand nous avons un choc. Le reste du temps, nous ne nous en occupons pas. Et bien sûr que tout peut bien se passer. Et tout peut se passer d'une manière un peu plus chaotique. Mais c'est bien aussi. Pour le système, tout va bien. C'est pour nous, avec les mémoires de choc, qu'il y a un petit peu d'effet de déstabilisation. Maryse dit, Maryse est donc une personne qui est en formation actuellement pour devenir praticien, dit que le lieu, effectivement, de la picotière, où il y aura l'art de la relation, est un très beau lieu. Eh bien, nous allons être amenés à conclure. Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Moi, je voudrais juste, Oui. Catherine, saluer les personnes que je reconnais dans l'assistance. Oui. Voilà, donc juste saluer les Sénégalais et Sénégalaises que je vois et Bordelais aussi, parce que je suis à Bordeaux là actuellement. Donc, tu les salues, tu peux les nommer si tu veux. Moi, j'ai vu Fab Diallo, j'ai vu donc Massarso, et puis j'ai vu quelqu'un qui est à Bordeaux que je ne connais pas, mais voilà, donc tout simplement pour faire un coucou et le remercier. Ok. Eh bien, puisque tu salues des personnes, je salue toutes les personnes qui sont ici. Vraiment, merci. Nous avons par deux fois trouvé ce format de vous parler en live à 13h. Si vous avez d'autres idées, d'autres désirs, d'autres manières de voir les choses, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer. Nous pourrons ainsi adapter. Après, je salue tous les praticiens qui sont là aujourd'hui parce que c'est chaleureux pour nous, enfin, en tous les cas, pour moi, je sens de la chaleur. Le fait d'avoir des amis, des gens avec qui nous évoluons, que nous continuons de côtoyer. Il y a Véronique, il y a Maïté, il y a Maryse. Qui est-ce que j'ai vu encore? Il y a notre cher technicien, Jo, qui nous aide parfois quand nous sommes bien dans la panade. Voilà. Donc, merci à vous, merci d'avoir été là. Et merci de continuer à poser vos questions. Vraiment, si vous revoyez le live dans quelques temps, posez vos questions, je répondrai par les commentaires. Et Clotilde était là, même si elle était plus en vidéo, elle nous entendait et voilà, elle était avec nous. Super. Alors, nous allons conclure. Je pense, Fadialo dit ravi de te revoir, Richard. Nous allons conclure, c'est-à-dire vous laisser pour quelque temps, peut-être profiter de l'été, peut-être continuer à travailler, chacun son organisation personnelle.
Je pense que nous nous retrouverons à la rentrée. Mois d'août, on va peut-être faire un petit break. Ouais. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur la page, continuez à faire des réflexions sous d'autres articles, sous les clins d'œil de Catherine, sous les clins d'œil écrits par d'autres praticiens. Il y a beaucoup de matériaux. Allez sur le site où il y a beaucoup de matériaux. Il y a des audios, il y a des vidéos. Voilà. Vraiment, allez dans le sens du soin, de l'information, Ah, Nathalie. Nathalie nous demande, peut-on soigner les TOC par votre méthode? Oui, oui. Qu'est-ce qu'un TOC? C'est un processus répétitif. Un processus répétitif pour se réassurer. Donc, une fois que l'on a bien cette information en tête, que ce geste répétitif est là pour s'apporter de l'assurance à chaque fois, comme Ariane s'est apporté de l'assurance avec son anticipation, plus on intègre le désir sous-jacent, le besoin sous-jacent qui nourrit à chaque répétition de ce geste, c'est un geste, c'est un acte. Nous parlons bien d'action tout à l'heure. Plus vous intégrez le fait qu'il y a un besoin à nourrir et que vous l'identifiez et que vous le mettez en évidence avec d'autres processus, moi j'appelle ça homéopathique, c'est-à-dire en rajoutant de l'information, peu à peu, ce geste répétitif qui a une fonction de réassurance ou autre, mais souvent c'est la réassurance, va s'éloigner de vous. Eh bien, je vois que c'était... Voilà, on nous remercie. Vous nous remerciez, nous en sommes ravis et on vous remercie d'être présent et on souhaite que vous soyez le plus souvent possible présent et que surtout cette conférence vous ait permis, cette table ronde, vous ait permis une compréhension de ce fameux processus émotionnel. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Clotilde vous dit au revoir. Au revoir.